Philippe Castagnone, avant de parler de ses missions, peut-on présenter l'Institut Sophia Agrobiotech? Quand a-t-il été créé et combien d'agents regroupe-t-il? L'Institut Sophia Agrobiotech a été créé en 2004. Et en fait, il résulte du transfert sur Sophia Antipolis des laboratoires de l'INRA qui étaient précédemment localisés sur le Cap d'Antibes. Et on a été rejoint par un certain nombre de collègues de l'université qui, eux, étaient présents sur le site de Valros à Nice. L'Institut Sophia Agrobiotech, c'est ce qu'on appelle une UMR, c'est-à-dire une unité mixte de recherche, qui regroupe donc des personnels INRAE, Université Côte d'Azur et CNRS. Donc ces trois organismes sont les trois tutelles officielles de l'unité. L'unité, c'est 120 permanents. Et on tourne à peu près à 200 personnes avec les étudiants, les doctorants, etc. Et aujourd'hui, quelles sont les principales missions de l'Institut? Alors, nos thématiques de recherche vont tourner autour de l'étude des interactions entre les plantes et le cortège d'organismes qui vont graviter autour de la plante, que ce soit des organismes utiles ou que ce soit des organismes nuisibles. Et en fait, nos travaux ici visent à comprendre comment fonctionnent ces interactions et quelle est la dynamique de ces interactions, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Donc en fait, nos missions premières, c'est effectivement faire de la recherche fondamentale pour essayer de comprendre comment fonctionnent les systèmes. Ensuite, dans un deuxième temps, et lorsque ça va être pertinent, l'idée c'est d'utiliser les résultats de ces recherches pour proposer de nouvelles stratégies autour de la santé des plantes, stratégies qui soient plus respectueuses de l'environnement, moins dépendantes d'intrants chimiques, etc. En quoi l'étude du fonctionnement des interactions entre plantes, bioagresseurs et symbiotes permet-elle de relever certains défis dans le domaine de la gestion écologique des agrosystèmes? Alors justement, tous les travaux visent d'abord à comprendre comment fonctionnent ces interactions pour essayer de mettre en place des stratégies qui vont se référer à ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est-à-dire utiliser le fonctionnement naturel des écosystèmes pour proposer une nouvelle façon de faire de l'agriculture, de nouveaux systèmes de production qui soient basés sur ce fonctionnement naturel des écosystèmes et non pas sur l'utilisation massive d'intrants, que ce soit des produits phytosanitaires, que ce soit des engrais. Donc l'idée, c'est vraiment essayer de comprendre comment fonctionne la nature et de s'en inspirer pour proposer de nouvelles stratégies de protection des plantes. Comment justement parvenez-vous à élaborer des stratégies agronomiques innovantes en matière de résistance des plantes, de protection intégrée et de biologique? Par exemple, essayer de comprendre quels vont être les ennemis naturels d'une nouvelle espèce invasive. Avec la mondialisation, le développement des transports, etc., on voit bien que les cultures sont soumises de plus en plus à des attaques de nouveaux bioagresseurs. Donc dans un premier temps, essayer de connaître quels sont les ennemis naturels. Est-ce qu'il y en a localement? Est-ce qu'il faut aller les chercher dans les zones d'origine des ravageurs? Donc essayer de comprendre comment ils fonctionnent pour ensuite, après, lâcher ces bioagresseurs dans le milieu pour en faire des auxiliaires de lutte biologique. Pouvez-vous nous donner quelques exemples dans lesquels certains insectes viennent parasiter des nuisibles et contribuent au bon développement des plantes sans recours à des produits chimiques? Oui, alors des exemples, il y en a plusieurs. Je peux en citer un parce que ça a été vraiment une success story. L'exemple, c'est par rapport à une microguêpe qui parasitait les fruits et les fleurs du châtaignier. La production de châtaignes était pratiquement à l'abandon dans certaines zones, simplement parce qu'il était plus possible de cultiver du fait de cette microguêpe d'origine asiatique. Alors ce qu'ont fait les collègues, c'est qu'ils sont allés dans la zone d'origine qui avait été identifiée, donc en Chine notamment, récupérer là-bas, sur le terrain, des ennemis naturels de cette espèce invasive. Alors ils ont ramené comme ça toute une collection d'ennemis naturels qui avaient été identifiés sur le terrain. On dispose ici d'un bâtiment particulier qui est une zone de quarantaine qui nous permet justement de manipuler des insectes, soit des ravageurs, soit des auxiliaires, mais qui ne sont pas présents sur le territoire. Donc, ces insectes ennemis naturels potentiels ont été ramenés dans ce laboratoire confiné, pour éviter justement une dispersion d'organismes qu'on ne connaissait pas. Ils ont été étudiés de manière précise pour déterminer leur mode d'action, pour déterminer leur spécificité, pour déterminer la durée de leur cycle, etc. Lorsque les études ont été suffisamment avancées et qu'un candidat, une espèce potentielle a été identifiée qui nous semblait être vraiment performante, des demandes ont été faites auprès des autorités de manière à autoriser le lâcher dans le milieu naturel. Ces lâchers ont été effectués au niveau des châtaigneraies et ont permis de contrôler complètement le ravageur.
et de nouveau permettre une culture complètement productive de la châtaigne. Outre la châtaigne, ce type d'insectes ont permis de sauver d'autres Bien sûr. filières. À l'heure actuelle, il y a un problème par exemple sur les petits fruits rouges, cerises, framboises, etc. On a encore un programme de lutte biologique qui est en cours dans ce cadre-là. Des insectes utilisables en lutte biologique, ça fait plusieurs décennies que cette stratégie-là est utilisée. Je pense notamment à l'utilisation des trichogrammes, qui sont 2 petits insectes auxiliaires utilisés pour lutter contre la pyrale du maïs. Donc il y a des milliers d'hectares en France qui sont traités aujourd'hui contre cette pyrale. Au sein de l'Institut, vous menez notamment toute une série de recherches fondamentales. Comment ce travail s'organise-t-il? Vous avez différentes équipes qui travaillent sur des domaines bien précis? Oui. Alors, au sein de l'Institut, on a une douzaine d'équipes de recherche qui ont des thématiques différentes, que ce soit des questions scientifiques différentes, que ce soit des modèles biologiques différents, que ce soit des disciplines scientifiques différentes. Et un des atouts justement de l'ISA, c'est de pouvoir disposer d'une large gamme de compétences et d'expertise scientifique dans des disciplines très diverses. Ça peut être de la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire, ça peut être de la modélisation, ça peut être de la biologie des populations. Et l'intérêt, c'est que ces différentes disciplines interagissent entre elles pour essayer de résoudre une question particulière. Vous-même, je crois, vous participez directement à une équipe qui étudie les interactions entre les plantes et les nématodes. Tout à fait. Alors, peut-on rappeler tout d'abord ce que sont les nématodes et comment cette interaction permet-elle d'envisager de nouvelles méthodes respectueuses de l'environnement? Les nématodes, ce sont des petits vers microscopiques qui vont attaquer les racines des plantes et qui vont en fait détourner le métabolisme de la plante à leur profit. Ce qui va se traduire par donc un mauvais fonctionnement de la racine et donc la plante ne sera plus en capacité de pouvoir se procurer des nutriments au niveau du sol et donc dans les cas d'attaque sévère, la plante peut mourir. Jusqu'à, il y a encore 1 ou 2 décennies, la méthode de lutte standard contre ces nématodes, c'était l'utilisation de nématicides chimiques. Il s'avère que ces produits sont particulièrement toxiques, aussi bien pour l'environnement qu'éventuellement pour l'homme. Donc ces produits, dans une grande majorité de pays, ont été interdits. Donc il a fallu trouver d'autres alternatives. Et une des alternatives qui est retenue notamment par notre équipe, c'est de travailler sur la résistance naturelle des plantes. Il existe des espèces qui sont naturellement résistantes à ces pathogènes. C'est le cas de la tomate. Donc on a identifié sur des tomates sauvages des variétés de tomates qui présentent des résistances naturelles. Tout le travail de la recherche, ça a été de pouvoir identifier ces sources de résistance, les caractériser et ensuite, en collaboration avec des collègues d'amélioration des plantes, de réaliser des croisements de manière à pouvoir introduire le caractère de résistance qui nous intéressait dans des variétés qui présentaient un intérêt agronomique en termes de production, de qualité des fruits, etc., etc. Pour mener à bien ces recherches fondamentales, de quels outils technologiques particuliers vos équipes disposent-elles? On a la chance de disposer au sein de l'ISA, de l'Institut Sophia Agrobiotech, d'un certain nombre de plateaux techniques qui vont de la biologie cellulaire et de la microscopie à un plateau d'analyse de biochimie, avec par exemple un spectromètre de masse de dernière génération. On a un plateau de bioinformatique. On dispose également d'un parc de serres et de pièces climatiques qui nous permettent de travailler dans des conditions contrôlées. Bref, il y a toute une gamme d'installations technologiques qui nous permettent de conduire des recherches à toutes les échelles, depuis le cellulaire et le moléculaire, en passant ensuite à l'échelle de l'individu, puis de la population, de la communauté et jusqu'à l'agrosystème, puisqu'un certain nombre de nos travaux sont faits en collaboration avec soit des instituts techniques, soit directement chez les agriculteurs, pour pouvoir travailler en conditions réelles et évaluer la pertinence des solutions qu'on peut proposer dans la vraie vie, je dirais. Outre la recherche fondamentale, l'Institut s'intéresse également de très près à la recherche appliquée. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? L'exemple que je citais tout à l'heure, la lutte contre le cynisme du châtaignier, on est parti d'une recherche fondamentale, essayer de comprendre, d'identifier les ennemis naturels, leurs spécificités, leurs modes d'action, etc., jusqu'au lâcher sur le terrain, dans les parcelles des agriculteurs, de ces auxiliaires, pour réussir une opération de lutte biologique qui était vraiment efficace. Un autre élément que je peux vous indiquer, c'est qu'on essaye aussi de faire en sorte que les résultats qui sont acquis dans nos laboratoires puissent se disséminer, notamment au travers de la mise en place d'un certain nombre de start-up
par des anciens étudiants de l'Institut. Et on a inauguré il y a quelques semaines un nouveau bâtiment, B3E tout à fait, dans lequel une partie du bâtiment est dédiée justement à l'accueil de start-up. On accueille aujourd'hui 3 start-up dans le domaine de la lutte biologique au sens large, fondées par des anciens étudiants de l'Institut, qui continuent à collaborer avec les équipes de recherche de l'Institut et qui ont vocation à faire diffuser les résultats de nos travaux dans le monde socio-économique. Alors, vos recherches, à la fois fondamentales et appliquées, font aujourd'hui de l'ISA un pôle de compétences reconnu, y compris à l'international. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'ISA, qui n'a pratiquement pas d'équivalent dans la manière d'aborder les défis phytosanitaires d'aujourd'hui? Ce qui fait notre originalité, c'est de pouvoir disposer d'un continuum de compétences, d'expertise sur ces sujets de la santé des plantes. On dispose de collègues qui sont des experts, par exemple, dans le domaine de la génomique. On a des experts dans le domaine de la biologie des populations. On a des experts en écologie. On a des experts en biochimie, en biologie moléculaire. Et la force de notre institut, c'est d'avoir pu regrouper ces différentes compétences au sein d'un même institut pour travailler sur des modèles biologiques partagés, pour essayer de proposer de nouvelles solutions. Alors vous l'avez dit, l'INRAE a inauguré récemment un nouveau bâtiment dédié aux nouvelles missions de l'ISA. Cela vous ouvre-t-il de nouvelles perspectives? Alors, B3E, il est intéressant à double titre. Une partie, c'est effectivement l'accueil et les interactions avec les startups. Mais ce bâtiment a une autre vocation autour de la formation, puisqu'on accueille dans B3E, d'une part, un Master of Science d'Université Côte d'Azur, et d'autre part, depuis cette année, une licence professionnelle, là encore, tournée vers l'aménagement du paysage, en prenant en compte les stratégies agroécologiques de gestion du paysage. En fait, les missions de l'Institut, on peut considérer qu'elles sont triples. Il y a une mission de recherche, mais on a également une mission de formation et on a une mission vis-à-vis de l'innovation. Donc sur ces 3 dimensions, la santé des plantes est la question centrale et on essaye de diffuser nos connaissances aussi bien vers le monde économique que vers les jeunes en formation, que vers des moins jeunes en formation également dans le cadre de formations plus professionnalisantes, de manière à faire en sorte que la conception de la santé des plantes s'éloigne autant que faire se peut d'une utilisation massive de produits, soit pesticides, soit fertilisants, issus de chimie de synthèse. Alors vous l'avez déjà évoqué, dans ce nouveau bâtiment, vous hébergez des startups. La fertilisation croisée chère à Sophia Antipolis joue-t-elle un rôle décisif dans votre domaine d'activité? Je crois que sans les avancées de la recherche, il me paraît difficile d'imaginer la révolution qui doit se mettre en place à l'heure actuelle au niveau de l'agriculture. Il y a à l'heure actuelle une vraie volonté de s'engager dans une nouvelle conception des systèmes de production agricole, parce qu'on s'aperçoit qu'on arrive un petit peu dans une impasse. Et donc, les acquis de la recherche sont absolument indispensables pour pouvoir permettre de cette évolution. Et modestement, notre institut essaye d'amener sa contribution à cette évolution. L'Institut Sophia Antipolis, il n'est pas tout seul là, sur le site de Sophia Antipolis. Il y a une vraie dynamique qui s'est créée depuis un certain nombre d'années, notamment avec l'impulsion de l'Université Côte d'Azur. Mais on a d'autres instituts de recherche. Il y a l'IPMC qui n'est pas très loin. Il y a une vraie dynamique collective, notamment autour de la biologie, mais pas que. On essaye également de mettre en place des approches qui soient beaucoup plus transdisciplinaires. Là encore, sur le campus de Sophia Antipolis, il y a notamment l'INRIA, il y a des développements importants en intelligence artificielle. Donc voilà, arriver à combiner ces différentes approches et faire en sorte que les biologistes discutent avec des mathématiciens, des informaticiens. On a vraiment un contexte sur Sophia Antipolis qui est tout à fait favorable pour permettre ce genre d'interaction. On héberge d'ailleurs déjà à l'ISA une équipe projet composée pour partie de chercheurs INRAE et pour partie de chercheurs l'INRIA qui collaborent sur des approches de développement mathématique, de modélisation, de simulation sur nos questions biologiques.